décidé d'ouvrir cette école par une discussion sur la théorie de la révolution permanente, qui est une question qui est toujours d'une importance cruciale pour le mouvement révolutionnaire international, et qui est toujours d'une actualité brûlante pour l'Afrique, l'Asie, toute une série de l'Amérique du Sud, en fait, qui est toujours d'une actualité brûlante dans tous les pays soumis, dominés par l'impérialisme à l'échelle internationale. Parce que dans tous ces pays, la question est toujours posée de savoir quelle classe doit diriger la révolution et quelle tâche cette classe et cette révolution doit se donner. Mais c'est une question, la théorie de la révolution permanente, qui est très mal connue. Et c'est aussi pour ça qu'on la discute et qu'on se forme sur cette question aujourd'hui. Les staliniens l'attaquent régulièrement sans la connaître. Régulièrement, vous allez avoir des staliniens qui vont vous expliquer que le trotskisme, c'est pas sérieux, parce que la révolution permanente, ça veut dire qu'on va faire la révolution tout le temps, sans construire quoi que ce soit. Critique que j'ai déjà entendue par une vraie personne qui pense vraiment que ça voulait dire ça. Ou que ça veut dire faire la révolution partout en même temps. Dans tous les pays du monde, instantanément, on va avoir la révolution. Et donc vous voyez bien, c'est pas sérieux, ça peut pas se produire comme ça. Donc votre théorie, elle vaut rien. Ou alors, on nous reproche d'insister avec la théorie de la révolution permanente sur de vieux débats, de vieilles controverses, de vieilles plaies qu'il ne faudrait pas réouvrir et qui seraient complètement secondaires aujourd'hui pour le mouvement révolutionnaire mondial. Et il n'y a pas que les staliniens ou les réformistes qui nous reprochent ça. En réalité, même de pseudo-trotskistes, soit n'en parlent que les jours de fête, soit ils en ont fait un totem complètement vide de sens et ils n'en comprennent pas le premier mot. Et pour commencer, je voudrais commencer par clarifier une question qui est à l'origine de cette théorie. C'est qu'est-ce que c'est qui fait qu'une révolution est une révolution bourgeoise ou une révolution prolétarienne? Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Parce qu'il y a beaucoup de confusion. Pas pratique en fait. Il y a beaucoup de confusion qui existent à ce sujet. Par exemple, dans une interview récente, publiée sur leur site, Révolution permanente, d'une interview d'un historien parlait de la Révolution française, l'intervieweur, donc Révolution permanente, expliquait, je cite, « Dans une certaine lecture marxiste, peut-être trop hâtive ou tributaire de son temps, on expédie un peu rapidement la Révolution française comme une révolution bourgeoise. » Un peu plus loin, l'intervieweur continue, « Comme s'il s'agissait de bien différencier la Révolution de 1789 de celles qui adviendront par la suite, notamment après 1848, et surtout après 1871 et la Commune de Paris. » Et enfin, il finissait, « La Révolution française, dans sa dynamique mobilisatrice, populaire, sans culottière et du monde du travail, est peut-être plus révolutionnaire que certains ont parfois pu le présenter depuis Marx et avec Marx. » Il y a deux problèmes, bon, il y en a beaucoup, mais il y en a deux qui sont évidents là. Le premier, c'est que c'est faire comme s'il y avait une contradiction entre une révolution et la bourgeoisie. C'est faire comme si la bourgeoisie ne pouvait pas jouer un rôle révolutionnaire. La fin de cette citation explique en effet que la révolution est peut-être plus révolutionnaire parce que les travailleurs y ont participé. Comme si la bourgeoisie n'avait jamais pu jouer un rôle révolutionnaire. La deuxième question, c'est que c'est partir du principe que le caractère de classe d'une révolution est déterminé par les classes sociales qui y participent. La Révolution française n'était pas une révolution bourgeoise, parce que voyez-vous, je cite, « Les sans-culottes, le peuple, le monde du travail y ont participé. Donc ce n'est pas une révolution bourgeoise. » Mais c'est complètement... c'est faux, en fait. Premièrement, la bourgeoisie, et je vais y revenir, a joué un rôle révolutionnaire dans la lutte contre le féodalisme, contre l'ancien régime, contre les modes de production qui existaient avant le capitalisme. La bourgeoisie a joué un rôle révolutionnaire dans ce cadre. Mais elle a toujours été minoritaire dans la société. Même à l'époque de la Révolution française, même à l'époque de la Révolution anglaise au XVIIe siècle. Oui. Et ça veut dire que la bourgeoisie, dans toutes ces révolutions, n'a forcément pas pu faire la révolution toute seule. À chaque fois, elle a dû s'appuyer sur les masses populaires, et avant tout sur les couches populaires
des villes, les petits artisans, les premières petits groupes, les premières petites couches sociales de salariés, de travailleurs salariés, toutes ces couches-là qui étaient en fait l'embryon ou les formes embryonnaires du prolétariat moderne. Et c'est ces gens-là qui étaient la base sociale des sans-culottes ou des niveleurs pendant la Révolution anglaise, par exemple, qui effectivement avançaient des mots d'ordre particulièrement révolutionnaires qui dépassaient souvent ceux des dirigeants bourgeois de ces révolutions. Mais tout cela ne change absolument rien, la participation de ces couches sociales ne change absolument rien au caractère bourgeois de la Révolution française, pas plus que cela ne change le caractère bourgeois de la Révolution anglaise ou de la Révolution néerlandaise. C'était des révolutions bourgeoises, et ce caractère est déterminé, non pas par les couches sociales qui y participent, mais par les tâches objectives que la Révolution devait remplir. Cette révolution, elle a renversé le régime féodal et monarchique, les privilèges de la noblesse, les corporations, les taxes locales, toutes ces petites choses qui faisaient qu'une marchandise entre Paris et Marseille pouvait être taxée des dizaines de fois, quasiment à chaque fois qu'elle entrait ou qu'elle sortait d'une grande ville, ou des fois juste à chaque fois qu'elle passait un pont. Donc toutes ces barrières, toutes ces survivances du féodalisme, tous ces obstacles en fait au développement du capitalisme. C'est ces tâches-là, ces tâches bourgeoises, que la Révolution française devait remplir. L'unité nationale, donc la suppression de toutes ces barrières féodales, l'unification du pays pour créer en fait un marché national, pour faire qu'on puisse avoir un capitalisme national, le renversement de l'absolutisme et la création de droits démocratiques qui créent l'égalité juridique formelle qui est nécessaire à l'exploitation capitaliste, la réforme agraire, l'abolition de la domination de la noblesse sur les terres, toutes ces tâches qui sont nécessaires à l'établissement et au plein développement du capitalisme, en France en l'occurrence. Et cette définition de ce qu'est une révolution bourgeoise, par les tâches qu'elle doit accomplir, c'est le b.a.-ba en fait du marxisme. Engels a développé ça dans Socialisme utopique et Socialisme scientifique, et Marx et Engels et Lénine et d'autres révolutionnaires, Trotsky, etc., sont revenus sur ces questions à de nombreuses reprises pour rappeler précisément ça. Soit dit en passant, il n'y a même pas besoin, quand l'intervieweur de Révolution Permanente dit que c'est une lecture tributaire de son temps, il n'y a pas besoin d'aller chercher les universitaires actuels pour savoir que les couches populaires, les sans-culottes, etc., ont participé à la Révolution française. Les révolutionnaires de l'époque le disaient. Des révolutionnaires, des jacobins, des sans-culottes écrivaient déjà sur cette différence. Marat écrivait sur cette participation du peuple dès la Révolution française. Donc c'est pas une question d'être tributaire de son temps, c'est une question d'analyse de classe. Et une fois ces tâches bourgeoises accomplies, une fois le capitalisme développé, et effectivement, une fois que le capitalisme est pleinement développé, que vous avez une classe ouvrière arrivée à maturité, une bourgeoisie arrivée à maturité, que vous avez un capitalisme qui s'est développé à l'échelle nationale, qui a un marché, un capitalisme pleinement développé, effectivement, ce sont les tâches d'une révolution socialiste qui sont posées, d'autres tâches, pour un autre type de révolution. Le renversement du capitalisme, la nationalisation de l'industrie, la planification de la production, le travail pour tous, bref, les tâches que Marx liste à la fin du manifeste du Parti communiste, et d'autres encore. Ces tâches d'une révolution socialiste qui doivent être accomplies par la dictature du prolétariat sur le modèle de la Commune de Paris. Et donc oui, à partir de 1848, c'est d'autres révolutions qui se produisent. Ce ne sont plus des révolutions bourgeoises, ce sont des révolutions prolétariennes qui échouent, ou qui réussissent pour seulement une brève période, comme pendant la Commune de Paris, mais ce sont d'autres types de révolutions. Une fois cette distinction posée, la théorie de la révolution permanente, élaborée par Léon Trotsky au début du XXe siècle, elle répond en fait aux problèmes spécifiques qui étaient posés aux marxistes russes par les particularités du développement du capitalisme en Russie à partir de la fin du XIXe siècle. On pourra peut-être y revenir dans la discussion, mais Trotsky ne faisait ainsi que suivre en fait, que reprendre des réflexions et des développements théoriques qui avaient commencé à être envisagés par Marx et Engels sur la base de leur analyse de la révolution de 1848 en Allemagne. Mais c'est Trotsky qui en tire les conclusions les plus avancées, qui élabore cette théorie sur la base justement de l'expérience du développement de la Russie. Et donc, à ce moment-là, vous avez à Saint-Pétersbourg, à Moscou, en Pologne, dans les provinces baltes de l'Empire et dans certaines régions du Caucase, donc dans
les régions les plus occidentales de l'Empire russe et dans certaines régions spécifiques, vous avez un afflux de capitaux en provenance d'Europe occidentale, en provenance d'Amérique, qui permettent le développement d'une industrie capitaliste moderne. Okay. Et même une industrie capitaliste très moderne. Vous avez des usines géantes dans les grandes villes russes, notamment à Saint-Pétersbourg, des usines beaucoup plus grandes que ce qui existe dans la plupart des pays capitalistes développés à cette époque-là, qui emploient des milliers ou des dizaines de milliers de salariés, qui sont parfois à la pointe du développement technique, parce que c'est des usines neuves. Donc les capitalistes qui investissent dans ces usines achètent les meilleures machines, parce qu'il n'y a pas d'anciennes machines à remplacer. Donc on construit les usines avec la pointe de la technique. Vous avez des raffineries de pétrole dans le Caucase, les mines de charbon et les usines sidérurgiques dans l'Oural. Bref, vous avez des bouts, vous avez un capitalisme moderne, une industrie capitaliste moderne qui se développe dans la Russie tsariste du début du XXe siècle. Mais malgré tout, ces morceaux de capitalisme, ces îlots de capitalisme moderne, sont posés au milieu d'un océan d'arriération. Vous avez à côté de ça, toutes les tâches bourgeoises de la Révolution restent pendantes. L'unité nationale n'est pas encore accomplie, la noblesse terrienne domine les terres dans les campagnes, domine la majorité des terres dans les campagnes, la noblesse terrienne ou la famille impériale directement, des fois. La réforme agraire n'est pas accomplie, les droits des minorités nationales ne sont pas accomplis, les droits démocratiques pour l'ensemble de la population non plus. Tout un tas d'éléments qui sont nécessaires en plein développement d'un capitalisme moderne ne sont pas réalisés en Russie. Et les tâches en fait, de la révolution bourgeoise restent à mettre en œuvre à l'échelle de l'Empire tsariste. L'exemple le plus frappant, c'est le problème agraire. Vous avez des masses et des masses de paysans pauvres ou de paysans sans terre, alors que d'immenses domaines restent complètement sous-exploités, à la limite de laissés en friche par les propriétaires terriens nobles, qui ne les développent absolument pas et qui vivent en fait de leur rente. Et c'est ce processus de développement de la Russie, où voisinent des éléments d'arriération quasiment féodaux dans certaines régions, ou carrément féodaux en fait dans certaines régions, où voisinent à côté de cela des éléments du capitalisme le plus avancé. C'est ce processus de développement que Trotsky a caractérisé, a défini comme un développement inégal et combiné. Et cette situation, elle a une conséquence politique. Parce que les tâches de la révolution bourgeoise sont à accomplir en Russie, mais, contrairement à ce qui était le cas en France en 1789, et encore plus en Grande-Bretagne au XVIIe siècle et aux Pays-Bas, etc., contrairement à ce qui était le cas dans ces pays-là, il existe déjà en Russie une classe ouvrière et une bourgeoisie suffisamment développées pour avoir des intérêts propres et pour commencer à avoir conscience de ces intérêts propres. Vous avez notamment, à partir des années 1890, le développement d'un mouvement ouvrier russe qui commence à se manifester par des vagues de grève à partir de 1893-94, par l'apparition de syndicats combatifs, par l'apparition d'un mouvement ouvrier organisé, avec la création du Parti ouvrier social-démocrate de Russie à la fin des années 1890. Bref, vous avez d'ores et déjà une classe ouvrière qui met en avant la défense de ses intérêts de classe. Et ça change la situation par rapport à ce qui s'était passé, à la situation telle qu'elle était dans les pays capitalistes avancés lorsqu'ils ont fait leur révolution bourgeoise. Cette situation, elle pose deux questions simples. La première, c'est quelle sera la nature de la révolution contre le tsarisme et quelle classe doit la diriger. Et le meilleur moyen de répondre à ces questions, c'est de commencer par la scission, de voir quelles ont été les réponses apportées par le mouvement ouvrier russe, c'est de commencer par la scission de 1903 entre mencheviks et bolcheviks. Cette scission, elle se fait sur des prétextes apparemment accidentels. Ce congrès, il devait marquer l'unité, ou en tout cas, il devait marquer l'épuration du Parti ouvrier social-démocrate russe, des courants ouvertement réformistes, les économistes, les marxistes légaux, ce genre de gens. Mais en fait, ce congrès s'achève par la scission entre les mencheviks et les bolcheviks sur des prétextes apparemment accidentels, qui étaient les prétextes de cette scission, ou les causes directes de cette scission.
la définition des conditions d'adhésion du parti et la composition du comité de rédaction de l'organe central du journal du parti. Mais cette scission, elle recouvrait en réalité, comme ça va être rendu très clair par la suite des événements et par les mois qui suivent la scission, elle recouvrait en réalité deux approches différentes des tâches et de la stratégie à adopter pour la prochaine révolution russe, que le mouvement ouvrier, que le mouvement socialiste russe voyait approcher à ce moment-là. Ces deux courants sont d'accord pour dire que la prochaine révolution russe sera, de par ses tâches, une révolution bourgeoise. C'est-à-dire que les tâches qui sont posées devant la révolution russe qui vient sont l'unification du pays, l'abolition des survivances du féodalisme, la mise sur pied, en fait, les tâches d'une révolution bourgeoise. Mais les divergences viennent sur l'attitude que doit adopter le mouvement ouvrier vis-à-vis de la bourgeoisie. Pour les mencheviks, le raisonnement est simple. Puisque c'est une révolution bourgeoise, elle doit être dirigée par la bourgeoisie, qui doit prendre le pouvoir et faire ce qu'ont fait ses équivalents en France, en Angleterre, etc. C'est-à-dire abattre le féodalisme, abattre le tsarisme, et mettre sur pied tout ce qu'il faut pour développer en Russie un capitalisme moderne, dans lequel la lutte des classes pourra s'épanouir jusqu'à une autre révolution, plus tard, qui celle-là sera socialiste. C'est ce qu'on décrit comme étant la théorie des étapes. Il y aurait deux étapes dans le processus révolutionnaire. D'abord, l'étape de la révolution bourgeoise. Puis une fois que la révolution bourgeoise a été bien accomplie, une période plus ou moins longue, que généralement les gens qui défendent cette théorie présentent comme très longue, de développement capitaliste, jusqu'au moment où on aura enfin un capitalisme bien pleinement développé, comme aux États-Unis, comme en France, comme en Angleterre, etc. Et là, à ce moment-là, on passera à la deuxième étape, celle de la révolution socialiste. Et c'est une approche en fait qui est complètement schématique du développement révolutionnaire. Ça transpose en fait sur la Russie du début du XXe siècle le développement historique, résumé à très grands traits, tel qu'il s'est développé, tel qu'il s'est produit en Angleterre ou en France au XVIIe et au XVIIIe siècle. En gros, c'est reprendre le développement historique dans un pays et l'appliquer mécaniquement ailleurs. Et d'après les mencheviks, puisque c'est à la bourgeoisie de diriger la révolution, de prendre le pouvoir, le mouvement ouvrier, son rôle doit se limiter en substance à appuyer la bourgeoisie, à éventuellement un peu la pousser, mais surtout à lui apporter son soutien. Et il doit limiter ses propres revendications à ce qui est acceptable pour la bourgeoisie, pour ne pas mettre en danger son soutien à la bourgeoisie. Au contraire de cette position, Lénine et les bolcheviks ont une autre approche. Pour eux, la révolution est bourgeoise, mais la bourgeoisie russe est incapable de diriger cette révolution. La bourgeoisie russe, elle a grandi sous la perfusion de capitaux impérialistes, elle est dépendante de l'impérialisme, elle est liée à la noblesse terrienne, donc elle s'oppose à la réforme agraire, et elle a besoin de l'État tsariste pour réprimer le mouvement ouvrier, qui se développe à partir des années 1890. Ces mouvements de grève dont je vous ai parlé, les patrons, la bourgeoisie russe, a besoin de l'appareil de l'État tsariste pour écraser en fait ces grèves, pour contenir le mouvement ouvrier qui la menace déjà. Lénine met donc en avant un autre mot d'ordre, qui est la dictature démocratique du prolétariat et de la paysannerie. Dictature démocratique, qui peut paraître une contradiction dans les termes, mais en fait c'est le sens de dictature semblable à celui de la dictature du prolétariat, c'est-à-dire une période où les pleins pouvoirs sont remis à une classe, ou en l'occurrence à une alliance de classes. Et donc dictature démocratique de la paysannerie, c'est en fait qu'il s'agit d'accomplir les tâches démocratiques, donc les tâches de la révolution bourgeoise, par une dictature du prolétariat et de la paysannerie. Et la question des rapports entre la paysannerie et le prolétariat reste à déterminer, reste à fixer en fait la forme exacte que prendra ces rapports. Trotsky disait que c'était une équation politique qui restait à clarifier. Lénine, par exemple, envisageait possible qu'un parti révolutionnaire paysan conséquent puisse se développer, puisse apparaître, et puisse s'allier aux bolcheviks contre le tsarisme, puisse jouer un rôle dirigeant de la paysannerie dans la lutte révolutionnaire contre le tsarisme. Mais dans tous les cas, pour les bolcheviks, il n'était pas question d'abandonner la direction de la révolution à la bourgeoisie et d'empêcher et de cantonner la classe ouvrière à un rôle de soutien
limite passif à la lutte de la bourgeoisie. Pour Lénine, la classe ouvrière devait mener une activité indépendante dans la lutte révolutionnaire. Et dans tous les cas, le pouvoir ne serait pas laissé après la Révolution à la bourgeoisie, même si les tâches de la Révolution restaient alors pour Lénine exclusivement démocratiques, c'était des tâches bourgeoises que la Révolution devait accomplir. Mais ces tâches bourgeoises devaient être accomplies par cette alliance, cette dictature démocratique du prolétariat et de la paysannerie. Et Lénine envisageait que les tâches socialistes se développent ensuite dans un second temps, notamment grâce à l'appui de la révolution socialiste victorieuse dans les pays avancés. Parce que pour Lénine, une révolution démocratique victorieuse, une révolution bourgeoise victorieuse en Russie, n'était pas séparée du mouvement révolutionnaire mondial, mais devait être liée, son succès devait être lié à la victoire de la révolution socialiste en Europe occidentale. Il envisageait même, dès ce moment-là, donc dès les mois et les années qui précèdent la révolution de 1905, qu'une révolution démocratique victorieuse en Russie puisse servir d'étincelle à un mouvement révolutionnaire à l'échelle de tout le continent, puisse provoquer en fait une vague révolutionnaire socialiste en Europe occidentale. Et la révolution de 1905, elle a largement confirmé le pronostic tiré par les bolcheviks. La bourgeoisie a été complètement impuissante, incapable de lutter, de se tourner contre les impérialistes, incapable de lutter contre le régime tsariste, incapable de lutter contre les survivances du féodalisme, incapable en fait de mener à bien la révolution bourgeoise. Et au moment décisif, elle s'est ralliée au régime, elle a approuvé la répression, et elle s'est retournée contre la classe ouvrière, qui était en train de mener la lutte révolutionnaire contre le régime tsariste. Donc la bourgeoisie russe, incapable de jouer un rôle révolutionnaire, a au contraire aidé le régime à écraser la révolution. Et sur la base de l'expérience de cette révolution de 1905, Trotsky a développé une approche alternative, notamment dans un texte qui s'appelle Bilan et perspective, conseille la lecture à tous les camarades, qui a encore une richesse absolument brillante sur l'analyse d'un processus révolutionnaire, sur le développement de la théorie de la révolution permanente. C'est très intéressant et très instructif. Et Trotsky donc, part lui aussi du postulat que la bourgeoisie est incapable, de cette constatation que la bourgeoisie est incapable de diriger la révolution, mais il constate aussi l'incapacité de la paysannerie, divisée et éclatée par sa place même dans la production, le fait que le paysan, contrairement à un ouvrier qui est rassemblé ou à un salarié qui est rassemblé dans une entreprise, qui est mis au travail de façon collective, etc., un paysan est isolé dans sa ferme, isolé sur ses terres, isolé, en gros, est éclaté socialement, et donc l'est aussi politiquement. Il ne peut pas jouer, il ne peut pas s'organiser politiquement de façon décisive, d'autant plus que la paysannerie est, et Trotsky le note, divisée encore entre paysannerie riche et paysannerie pauvre, qui, au fur et à mesure que la révolution avance, se retrouvent, dont leurs intérêts respectifs s'éloignent, s'écartent de plus en plus. Et pour Trotsky, donc, la paysannerie ne peut pas s'organiser politiquement et jouer un rôle dirigeant dans la révolution socialiste. Et cette constatation, petite parenthèse, cette constatation, elle sert de base à une virulente campagne qui a été menée contre Trotsky, contre le trotskisme, par les staliniens, à partir de 1924, Trotsky aurait été coupable d'un péché absolument suprême, celui de la sous-estimation de la paysannerie. Trotsky aurait sous-estimé le caractère révolutionnaire de la paysannerie, en constatant qu'elle ne pouvait pas s'organiser politiquement pour jouer un rôle dirigeant dans la révolution. Mais, en réalité, cette accusation, elle est risible, puisque Trotsky n'a fait en fait que souligner cette difficulté pour la paysannerie de jouer un rôle dirigeant, de jouer un rôle indépendant dans la Révolution, et a fortiori un rôle dirigeant, qui est un constat qui avait déjà été tracé par Marx, par Engels, par Lénine, et même dans certains textes, avant et après 1917, par Staline lui-même. Je veux dire, vous prenez les textes de Trotsky où il explique la théorie de la révolution permanente, vous les comparez à ce que Staline écrit sur le rôle de la paysannerie au moment de la révolution de 1917, enfin, après la révolution de 1917, surtout, vous avez la même chose. C'est les mêmes constatations, parce que c'est pas la position de Trotsky, c'était la position du parti bolchevique, en fait, en 1917. Cette incapacité pour la paysannerie de jouer un rôle dirigeant dans la révolution.
Donc, Trotsky n'a pas sous-estimé la paysannerie, et le prétendre, c'est relativement absurde. Je reviens au sujet principal. Un autre élément qui a beaucoup joué dans l'élaboration de la théorie de la révolution permanente, c'est aussi le fait que Trotsky, en 1905, a pu observer de très près le développement du mouvement des soviets, le développement de l'activité propre de la classe ouvrière. Il a été président du soviet de Saint-Pétersbourg en 1905, et il a pu ainsi observer de près la façon dont la classe ouvrière a créé spontanément des organes de pouvoir prolétarien, et a commencé à s'organiser, en fait, à créer des organes de pouvoir opposés à celui de l'appareil d'État tsariste. Trotsky a donc développé la théorie de la révolution permanente, que je vais essayer de développer à grands traits, Pour lui, le prolétariat doit s'organiser au sein des soviets, qui doivent se placer à la tête de tout le pays, comme cela avait été observable de façon très embryonnaire pendant la révolution de 1905. Ces soviets et la classe ouvrière donc doivent prendre le pouvoir dans le cadre d'une dictature du prolétariat, soutenue par la paysannerie pauvre, et commencer à accomplir les tâches démocratiques de la révolution, et notamment la réforme agraire. Mais, constate Trotsky, à chaque pas, à chaque fois que la classe ouvrière s'attaquera aux survivances du féodalisme, et donc à la noblesse terrienne, à chaque fois qu'elle s'attaquera à l'impérialisme, à chaque fois qu'elle s'attaquera, en gros à chaque fois qu'elle voudra mettre en œuvre les tâches de la révolution bourgeoise, elle se heurtera à la bourgeoisie russe, au capitalisme russe, à l'impérialisme, qui sont liés à toutes ces survivances de féodalisme, qui sont liées à tout cet ancien régime qu'il s'agit de balayer par une multitude de fils, et donc la classe ouvrière russe sera obligée, dans le fil même du développement révolutionnaire, de commencer à accomplir les tâches socialistes de la révolution. La collectivisation de la production, la planification, l'abolition en fait, du capitalisme. C'est-à-dire que dans la lutte contre l'ancien régime, la classe ouvrière sera naturellement amenée à entrer en lutte contre la bourgeoisie russe et contre l'impérialisme occidental qui soutient l'ancien régime et la bourgeoisie russe. Et donc, vous aurez ces tâches qui devront être accomplies simultanément, dans le même mouvement. Pour autant, Trotsky soulignait qu'il n'était pas question de construire le socialisme dans les frontières de la Russie, qu'il était impossible d'accomplir, ou en tout cas de finaliser les tâches de la révolution socialiste à l'intérieur des frontières d'un seul pays, même aussi grand que pouvait l'être l'Empire russe, et que donc, pour lui, comme pour Lénine, la révolution russe ne devait être qu'un maillon, potentiellement le premier, de la révolution socialiste mondiale. Et ce qu'il faut tout de suite commencer par constater, c'est que la révolution de 1917, la révolution russe de 1917, a été une confirmation éclatante de cette théorie. La bourgeoisie russe a été absolument incapable, pendant les longs mois de 1917 où elle a détenu le pouvoir, elle a été absolument incapable de mettre en œuvre ne serait-ce que le minimum des tâches de la révolution bourgeoise. Elle a été incapable de s'atteler à la question, même sur le plan des droits démocratiques, il lui a fallu de longs mois et plusieurs soulèvements de la classe ouvrière pour finalement reconnaître formellement que l'Empire était aboli et que la Russie était une république. Je crois que ça a été fait à la fin de l'été ou au début de l'automne, c'est-à-dire au moment où le régime était déjà au bord de l'effondrement. Mais sur les tâches économiques plus importantes, parce que la reconnaissance du caractère de la République, c'est une question assez secondaire, mais le gouvernement bourgeois, le gouvernement provisoire, a été absolument incapable de s'attaquer à la question agraire, a été absolument incapable de régler la question de la réforme agraire, du partage des terres, de la confiscation des terres de la noblesse. Donc vous aviez toujours ce régime qui défendait en fait le droit des propriétaires terriens, des grands propriétaires terriens, à laisser leurs milliers d'hectares inutilisés, inemployés, alors même que des millions ou des centaines de milliers au minimum de paysans pauvres n'avaient pas le moindre bout de terre à cultiver. Et donc la bourgeoisie russe a été incapable de satisfaire ces tâches démocratiques. Elle s'est par ailleurs complètement soumise aux impérialistes, a continué à participer à la guerre impérialiste, a continué à sacrifier des dizaines de milliers de travailleurs russes dans la boucherie de la guerre de 14-18, a été incapable en fait de satisfaire, de mettre en œuvre les tâches de la révolution bourgeoise. Les mencheviks
fidèles à leur théorie des étapes, se sont empressés dès le premier jour de la Révolution de soutenir le gouvernement bourgeois et de soutenir donc le gouvernement provisoire. Tout comme les représentants du principal parti paysan, pour ainsi dire, le Parti socialiste révolutionnaire, qui a fait exactement comme les mencheviks, qui a soutenu le gouvernement provisoire, et qui même, à partir d'un moment, est rentré au gouvernement provisoire, et à partir de l'été, a même pris la tête du gouvernement provisoire. C'est-à-dire que vous aviez là un gouvernement socialiste révolutionnaire officiellement, qui défendait de facto le gouvernement bourgeois, enfin qui défendait de facto l'incapacité de la bourgeoisie à accomplir les tâches de la révolution bourgeoise. Mais au début de la révolution, les dirigeants bolcheviques de Pétrograd, nommément Kamenev et Staline, faisaient pareil. Ils interprétaient la dictature démocratique du prolétariat et de la paysannerie comme la nécessité de soutenir le gouvernement. La logique, pour la résumer à très grands traits, était que le prolétariat, donc le parti ouvrier social-démocrate russe, le parti bolchevique, devait soutenir la paysannerie, les SR, qui soutiennent le gouvernement, et donc tout ce petit monde soutenait le gouvernement en se tenant les uns les autres par la ceinture. Et Lénine, rentré en Russie, s'oppose à cette approche, c'est ce qu'on appelle les thèses d'avril, dans lesquelles il souligne la nécessité de la prise du pouvoir par les soviets, par le prolétariat, et donc par le parti bolchevique, in fine, mais dans lequel il souligne la nécessité de la prise du pouvoir par les soviets et par le prolétariat. Et cette position de Lénine, en fait, elle peut sembler en contradiction avec celle qu'il défendait en 1905, mais en réalité, la position qu'il avait développée à l'époque, en 1905, celle de la dictature démocratique du prolétariat et de la paysannerie, c'était pas une position figée, c'était pas une position schématique, c'est une position qui reflétait une inconnue, qui reflétait l'inconnu du développement politique de la paysannerie. Lénine avait envisagé comme possibilité le développement d'un parti politique révolutionnaire paysan. Et sa position était justement conçue comme prudente, en fait, pour pouvoir être adoptée ou abandonnée et remplacée par une autre si les conditions concrètes changeaient. À rebours, Kamenev et Staline faisaient de ce schéma, qui était un schéma prévisionnel, une base de réflexion, ils le réduisaient justement à un schéma, à appliquer mécaniquement sur la Révolution. Et Lénine, de facto, en 1917, donne en fait à son équation politique de 1905 la forme concrète de la Révolution permanente. C'est-à-dire qu'en 1917, il en arrive à la même conclusion que Trotsky en 1905. C'est-à-dire que la classe ouvrière doit prendre le pouvoir pour accomplir les tâches de la révolution bourgeoise et commencer à accomplir les tâches de la révolution socialiste. En passant, il faut rejeter une erreur courante, qui est notamment répandue par les staliniens, celle que, là encore c'est quelque chose que j'ai déjà entendu personnellement, en vrai, que la théorie des étapes aurait été vraie. Donc c'est un peu confus parce que c'est les staliniens qui vont donc vous défendre pour la révolution de 1917, non pas la théorie de Lénine en 1905, mais celle des mencheviks en 1905. C'est un peu confus politiquement, mais j'ai déjà entendu un stalinien m'expliquer ça, que la théorie des étapes aurait été correcte, parce qu'il y aurait bel et bien eu une révolution bourgeoise démocratique, voyez-vous, en février. En février, le tsar a été renversé, donc c'est bon, la révolution bourgeoise démocratique a été faite. Et puis l'étape de la révolution bourgeoise démocratique, en gros, elle court jusqu'en octobre. Puis en octobre, on est à la deuxième étape. Et hop, on peut passer à la phase de la révolution socialiste. En réalité, c'est une simplification, c'est une schématisation absurde de la révolution de 1917, puisque justement, le problème précis de la révolution russe de 1917, c'est que la bourgeoisie au pouvoir, directement ou par l'intermédiaire des SR, entre février et octobre, ne met en œuvre aucune des tâches de la révolution bourgeoise. C'est bien ça le problème. Quand les bolcheviks prennent le pouvoir, leur première tâche, avec le partage des terres et les droits démocratiques pour les minorités nationales, c'est pas les tâches socialistes. Les premières choses qu'ils mettent en œuvre, ce sont précisément les tâches bourgeoises, les tâches de la révolution bourgeoise que la bourgeoisie a refusé d'appliquer pendant de longs mois. Donc il n'y a pas une révolution de février qui serait bourgeoise démocratique et une révolution d'octobre qui serait socialiste. C'est la théorie de la révolution permanente, dont la validité est démontrée par justement l'incapacité de la révolution de février, bourgeoise, si on veut, à accomplir, sous la direction de la bourgeoisie, les tâches qui étaient posées devant elle. Il a fallu la prise du pouvoir par le prolétariat pour commencer à les appliquer.
Et après 1917, cette question, en fait, dans les années qui suivent la Révolution russe, cette question, en fait, elle soulève assez peu de débats, en réalité. Les positions du parti bolchevique, du parti communiste, qui devient le parti communiste russe en 1918, donc les positions du parti bolchevique, les positions de l'internationale communiste, sont globalement celles de la Révolution permanente. Je vais juste citer un exemple. Les thèses du second congrès de l'internationale communiste sur les questions nationales et coloniales, dont le rapporteur est Lénine. Donc c'est Lénine qui parle là. Enfin non, c'est moi, mais qui cite Lénine. Donc en 1920, il écrit « Dans son premier stade, la révolution dans les colonies doit avoir un programme comportant des réformes petites bourgeoises, telles que la répartition des terres, mais il n'en découle pas nécessairement que la direction de la révolution doit être abandonnée à la démocratie bourgeoise. Le parti prolétarien doit au contraire développer une propagande puissante et systématique en faveur des soviets et organiser des soviets de paysans et d'ouvriers. Ces soviets devront travailler en étroite collaboration avec les républiques soviétiques des pays capitalistes avancés pour atteindre à la victoire finale sur le capitalisme dans le monde entier. Ainsi, les masses des pays arriérés, conduites par le prolétariat conscient des pays capitalistes développés, arriveront au communisme sans passer par les différents stades du développement capitaliste. C'est pas exactement la théorie des étapes stalinienne qui est développée là par Lénine. Au contraire, c'est la théorie de la révolution permanente. C'est à savoir la classe ouvrière organisée, prenant la tête de la révolution dans les pays soumis à l'impérialisme, va s'attaquer à la fois au capitalisme et à l'impérialisme, et aux survivances de féodalisme et de modes de production pré-capitalistes qui existent. Et c'est sur cette ligne que se constituent, au début des années 1920, des partis communistes dans les pays dominés par l'impérialisme, en Chine, en Indonésie, en Amérique du Sud, etc., qui attaquent les mouvements nationalistes bourgeois, qui critiquent leur hypocrisie. Par exemple, en Chine, le Parti communiste chinois, dans ses premières années, élabore une critique féroce du parti nationaliste, le Kuomintang, qui espère que la libération nationale viendra, que la libération de la Chine viendra du développement de la bourgeoisie nationale, ou, si celle-ci se révèle un peu trop faible, de l'appui des États-Unis ou du Japon, qui auraient un intérêt au développement harmonieux du capitalisme chinois et de la nation chinoise. Donc le Parti communiste chinois, dans ses premières années, critique férocement ces illusions. Mais la stalinisation produit ses effets. Vous connaissez le principe et le processus, c'est l'isolement et l'arriération de la révolution russe, qui renforce le développement d'une couche bureaucratique, qu'on appelle stalinienne, parce que Staline devient son principal chef, son principal représentant politique, et cette couche bureaucratique, fatiguée de la lutte, elle aspire à la paix, à la tranquillité, et à défendre et à accroître ses privilèges. Et ce processus de développement d'une couche bureaucratique stalinienne, il s'accompagne du ralliement de toute une série d'ex-mencheviks qui se rallient au régime soviétique à partir du moment où celui-ci devient stalinien. Des gens comme Martynov, comme Vyshinsky, qui vont occuper des postes très importants dans l'appareil d'État stalinien, sont d'ex-mencheviks, qui des fois ont même pendant la guerre civile lutté contre le régime soviétique. Et les conséquences théoriques de cette stalinisation, sur la question qui nous intéresse, elles sont d'une part la théorie absurde du socialisme dans un seul pays, où les staliniens viennent à proclamer qu'il est possible de réaliser intégralement les tâches du socialisme à l'intérieur des frontières d'un seul État, en l'occurrence la Russie soviétique. Et deuxièmement, le retour à la théorie des étapes pour ce qui concerne la situation dans les pays soumis à l'impérialisme et au colonialisme. Plutôt que de préparer la révolution prolétarienne, l'internationale communiste pousse les partis communistes dans ces pays-là, et donc la classe ouvrière, à s'allier avec la soi-disant bourgeoisie nationale progressiste. Et vous avez donc une quête, l'internationale communiste comme ça, au milieu des années 20, sous la direction des staliniens, se lance à la recherche dans tous les pays pour essayer de trouver quelle est, où se cache, des fois, parce qu'elle est difficile à voir, cette bourgeoisie nationale progressiste. Et vous avez des situations relativement absurdes, comme Chiang Kai-shek, le futur bourreau de la révolution chinoise, qui est admis comme membre d'honneur de l'internationale communiste par les staliniens. Et le problème, c'est que cette bourgeoisie nationale, soi-disant progressiste, elle est complètement liée à l'impérialisme, d'une part, et aux propriétaires terriens. Chiang Kai-shek a toute sa famille qui est soit des grands propriétaires terriens, soit des grands bourgeois chinois, soit des mafieux chinois, soit en gros toute une série d'éléments qui sont directement opposés
non seulement à la lutte pour les tâches socialistes, pour la révolution socialiste, mais même aux tâches élémentaires de la révolution bourgeoise. Et donc, en 1927, ce membre d'honneur de l'internationale communiste se retourne contre le Parti communiste chinois, se retourne contre la classe ouvrière chinoise et extermine physiquement l'avant-garde de la révolution socialiste en Chine. Mais cet échec, il n'a pas fait changer de position les staliniens. Au contraire, cette théorie des étapes, qui est en fait une théorie menchevique mais qui devient une théorie stalinienne, elle devient la norme dans les partis communistes stalinisés. Et ça, pendant très longtemps. Par exemple, en 1960, Yves Benoît, un théoricien du Parti communiste français, qui était un spécialiste des questions coloniales et des questions nationales, écrivait, je cite, alors accrochez-vous, « L'existence du fait colonial fait passer au premier plan l'unité dans la lutte nationale, au-delà des manifestations qui pourraient se manifester dans la nation colonisée. Tant que la domination coloniale existe, le processus de différenciation des classes se trouve masqué et ralenti par les exigences de la lutte nationale, alors que ce processus ne peut que s'accélérer après l'indépendance. » Traduit en termes normaux, ça veut dire que dans la population, en termes normaux, ça veut dire que dans la population, la lutte des classes est neutralisée par la colonisation, c'est-à-dire que tant qu'il y a une colonisation, il n'y a pas de lutte des classes à l'intérieur de la nation colonisée, et que donc, la lutte pour la libération sociale, elle ne pourra se mener qu'après la lutte pour l'indépendance. C'est même un devoir, si vous voulez, pour la classe ouvrière, pour les partis communistes dans ces pays-là, d'accélérer au plus vite le développement de la lutte des classes, non pas en attaquant leur bourgeoisie, mais en l'aidant à prendre le pouvoir. Donc si vous voulez mener la lutte des classes, mettez les bourgeois au pouvoir. C'est une drôle de façon de présenter les choses, mais c'est comme ça que les partis communistes stalinisés la présentaient. Et il n'y a pas de divergence notable sur cette question entre les différents courants en fait, du stalinisme. Les maoïstes, les pro-soviétiques, etc., ils ont tous la même ligne, à quelques exceptions près. Et cette politique, elle a des conséquences tragiques. Vous avez à chaque fois, ou quasiment à chaque fois, les communistes finissent massacrés par la bourgeoisie nationale qu'ils ont soutenue et qu'ils ont parfois aidé à mettre au pouvoir. En Irak, dans les années 60 et 70, le Parti communiste irakien, qui était un des plus puissants, des plus importants du monde arabe, aide à mettre au pouvoir un révolutionnaire bourgeois nationaliste qui fait un peu n'importe quoi pendant plusieurs années, jusqu'au moment où il est finalement, après avoir étouffé la révolution prolétarienne, étouffé la classe ouvrière pendant plusieurs années, est finalement renversé et massacré en même temps que les communistes qui l'avaient soutenu par la bourgeoisie soi-disant progressiste sous la forme du parti Baas et du régime de Saddam Hussein. Au Soudan, en 71-72, les communistes soutiennent la bourgeoisie soi-disant nationale progressiste, qui va ensuite les massacrer par dizaines de milliers. Et la même chose en Indonésie, en 65, où vous avez une répétition à l'identique quasiment du scénario chinois de 1925-27, où le Parti communiste indonésien soutient le régime nationaliste jusqu'au bout, jusqu'au moment où une partie du régime nationaliste se retourne contre les communistes et en massacre 1 demi-million. En Iran, le Parti communiste iranien soutient le révolutionnaire bourgeois national progressiste Khomeini pendant les premières années de la Révolution, jusqu'au moment où ce même révolutionnaire progressiste se retourne contre les communistes et les fait massacrer par milliers, par dizaines de milliers, et soumet la classe ouvrière iranienne à un régime de terreur. Et pourtant, dans tous ces pays-là, les tâches objectives de la révolution bourgeoise restaient posées. Le développement de ces pays pose la question de la lutte contre le capitalisme et contre l'impérialisme. C'est dans le cadre de ce processus, mais je ne vais pas avoir le temps de le développer assez, que cette situation, c'est-à-dire l'incapacité des partis communistes à se placer à la tête, ou leur refus plus exactement, de se placer à la tête de la classe ouvrière pour s'opposer à la fois à la bourgeoisie nationale et à l'impérialisme, ça ouvre en fait un champ libre qui va être occupé dans toute une série de pays par des bonapartistes nationalistes en fait. Des gens comme Nasser en Égypte, Djedid en Syrie, Castro à Cuba, qui sont en fait des nationalistes bourgeois, ou petits bourgeois plus exactement, mais qui se retrouvent amenés par le développement même de la révolution à combattre le capitalisme et leur propre bourgeoisie. Des fois, contre l'avis des partis communistes dans leur pays. Castro, au début, va contre l'avis, quand il commence à s'attaquer au capitalisme
et à la bourgeoisie cubaine, il le fait contre l'avis du Parti communiste cubain, qui lui explique que non, attention, il ne faut pas toucher au capitalisme. Là, vous êtes encore dans l'étape de la révolution démocratique bourgeoise, donc attention, il ne faut pas faire ça. Mais vous avez comme ça toute une série de pays où le capitalisme va être renversé dans le cadre de révolutions menées non pas par des partis communistes, mais par des éléments, dans une certaine mesure, accidentels. À ce sujet, je vous conseille la lecture de l'excellent texte de Ted Grant sur ce sujet, The Colonial Revolution and the Deformed Workers' State, qu'il faudra qu'on traduise, qui est en tête de nos priorités de traduction pour les textes de Ted Grant, mais qui est un excellent texte sur cette question. Et donc, qui est d'autant plus excellent qu'après les années 1940, lorsque la 4e internationale, qui avait été fondée par Trotsky en 1938, entame son processus de dégénérescence dans les années 1940, eh ben, elle abandonne, en même temps que les idées marxistes en général, elle abandonne la théorie de la révolution permanente. C'est évident dès la guerre d'Algérie. Certains dirigeants de la 4e internationale théorisent l'existence d'un peuple-classe algérien, au sein duquel les différences de classe seraient sinon atténuées, voire même inexistantes. Si ça vous rappelle Yves Benoît et les staliniens, c'est normal, c'est la même idée, en fait. Et donc, il faudrait soutenir le mouvement nationaliste algérien, le mouvement, pas le mouvement nationaliste algérien, le MNA, mais il faudrait soutenir les indépendantistes algériens, qui seraient l'expression de ce peuple-classe, au sein duquel, donc, vous auriez quand même la classe ouvrière représentée. Les mandélistes, donc les ancêtres du NPA, apportent ainsi un soutien acritique, complètement acritique, au Front de Libération Nationale algérien, y compris après l'indépendance, où ils vont soutenir le régime du FLN dans ces premières années, longtemps, en expliquant qu'il est en train de construire le socialisme, en expliquant contre l'évidence qu'il est en train de construire le socialisme, jusqu'au moment où le coup d'État de Boumedienne va avoir lieu, et où Boumedienne va expulser tous les trotskistes qui traînaient en Algérie à ce moment-là. Et après cet échec, d'autres courants trotskistes ont adopté carrément, eux, ont rejeté purement et simplement toute idée de faire référence aux théories du parti bolchevique et ont carrément adopté les théories castristes sur la guérilla. Vous avez ainsi des dirigeants de la 4e internationale dans les années 60-70 qui théorisaient que la révolution permanente se dépassait, parce que maintenant ce qu'il fallait faire c'était comme Che Guevara, il fallait faire des foyers de révolutionnaires, partir dans les montagnes et aller soulever les masses de paysans en armes contre l'impérialisme, c'est-à-dire en gros, prenez vos ouvriers, vos étudiants, vos militants révolutionnaires, sortez-les des villes, oubliez la lutte des classes urbaines et allez dans les campagnes pour aller soulever les paysans pauvres. En gros, on avait là l'abandon complet du marxisme et le retour en fait aux théories pré-marxistes des populistes russes, sous une forme nouvelle. Mais au contraire de tout ce que prétendent ces gens, de toutes ces erreurs, la théorie de la révolution permanente, elle est toujours parfaitement valide aujourd'hui. C'est encore la seule théorie capable de proposer une stratégie révolutionnaire correcte, efficace pour tous les pays dominés par l'impérialisme. Je vais juste prendre un exemple récent, celui du Bangladesh, où une mobilisation de révolutionnaires de masse a eu lieu cet été. Bangladesh, c'est un pays où une partie des tâches démocratiques bourgeoises sont toujours à accomplir. La lutte pour l'indépendance et pour l'unité nationale est évidente. La réforme agraire, je veux dire la situation actuelle de la paysannerie au Bangladesh, avec des masses et des masses de paysans sans terre, des terres exploitées par les grandes firmes de l'agroalimentaire. Vous avez une question agraire qui est évidente, qui est posée, qui est à résoudre. La question des droits démocratiques aussi, la chute récente de la dictature de Sheikh Hasina, qui est tombée cet été, était une négation évidente des droits démocratiques, avec des réserves d'emploi, avec des emplois réservés pour certaines couches de la population. Alors les enfants ou les petits-enfants des héros, entre guillemets, de la révolution de 71, ce genre de choses, donc une négation pure et simple des droits démocratiques. Mais comment est-ce que la bourgeoisie bangladaise aurait pu être capable de mener à bien une seule de ces tâches? Elle est complètement dominée par les capitalistes étrangers, qui contrôlent tous les grands secteurs de l'économie, notamment l'industrie textile, qui représente 82% des revenus du pays, est dominée à 100% par des firmes étrangères. Elle est aussi liée aux grandes entreprises impérialistes qui exploitent le travail des paysans pauvres et qui possèdent des terres immenses. Et enfin, elle a besoin du régime et de son armée et de sa police pour contenir les mobilisations des travailleurs, qui forment une des classes ouvrières les plus mal payées et les plus maltraitées du monde. Et cet été, on a une démonstration de cette impuissance de la bourgeoisie bangladaise, assez claire.
Après des mobilisations de masse d'étudiants et de travailleurs, une grève générale a balayé la dictatrice Cheikh Hasina, qui est obligée de fuir. Mais les dirigeants bourgeois et petits bourgeois de cette révolution n'ont pas voulu s'attaquer aux racines du système, n'ont pas voulu s'attaquer ni à l'appareil d'État, ni à la domination de l'impérialisme, ni en fait à toutes les racines des problèmes qui touchaient le Bangladesh, ont accepté de participer à un gouvernement d'union nationale avec des représentants de l'ancien régime, avec des représentants parrainés par l'impérialisme, et les puissances impérialistes et la bourgeoisie bangladaise ont pu reprendre le contrôle de la situation. Et le gouvernement de Muhammad Yunus, prix Nobel de la paix 2006, a pu ensuite écraser les mobilisations de travailleurs en tirant à balles réelles sur des grévistes. Encore un prix Nobel de la paix, qui se montre dans toute sa plénitude, la plénitude de son prix, mais ces travailleurs avaient été alors abandonnés par les dirigeants bourgeois, progressistes, nationaux, que la théorie des étapes n'aurait voulu nous faire soutenir. La leçon, elle est claire, au Bangladesh comme partout ailleurs. Dans tous les pays dominés par l'impérialisme, seule la classe ouvrière, aussi petite soit-elle, aussi infime soit-elle, seule elle est capable à la fois de s'organiser politiquement de façon indépendante de l'impérialisme, des survivances de l'ancien régime. Donc seule elle est capable de mener politiquement la lutte pour la révolution. Et en se plaçant à la tête de la paysannerie, elle pourra combattre à la fois l'impérialisme et ses relais locaux dans la bourgeoisie nationale pour éliminer les éléments d'arriération qui sont entretenus par l'impérialisme. Et dans cette tâche, comme ça a été le cas en Russie en 1917, elle ne se limitera pas, elle ne pourra pas se limiter aux tâches bourgeoises, aux tâches démocratiques de la Révolution. Elle sera obligée de mettre à l'ordre du jour aussi les tâches socialistes, la nationalisation, la planification et l'abolition en fait du capitalisme. Et cela, elle le fera, et elle n'aura pas d'autre choix que de le faire en lien avec le prolétariat des autres pays dominés et avec celui des pays impérialistes.